L'Espagne s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise et pour de nombreux Espagnols, le cercle vicieux a commencé. Perte d'emploi, plus de 24% de chômeurs, plus d'argent pour payer le loyer et pour certains, la rue. Selon l'organisation Caritas, il serait 30 000 sans-abri. Le taux de propriété avant la crise était un des plus hauts au monde. C'était à peu près 86% des Espagnols qui étaient propriétaires de leur logement. Donc il y a à peine 14% des gens qui étaient locataires. La moyenne européenne, c'est plutôt 60% de propriétaires. Quand la bulle explose, ça commence à être l'avalanche des saisies immobilières et des évictions. Il y a eu depuis 2008 plus d'1 demi-million de saisies immobilières et qui se sont traduites, dans la très grande majorité des cas, par des évictions, donc par des expulsions de logements. C'est une scène qui se répète tous les jours en Espagne. Celle-ci se passe à Terrassa. Ces Espagnols s'opposent à la tentative d'expulsion de leurs voisins, Gaelil Anzeroval. Selon l'association des victimes des hypothèques, en 5 ans, il y a eu plus de 350 000 expulsions en Espagne, dont 82% sont des familles avec enfants. Gaelil travaillait dans le bâtiment. La banque a proposé à cet immigré un prêt pour acheter un appartement et faire venir sa famille. Lorsque la crise immobilière a éclaté, il a perdu son emploi et risque de perdre son logement. Ce que je veux, c'est travailler et pouvoir payer mon crédit. Le problème, c'est qu'on rend le logement à la banque au prix courant du marché. Et on doit la différence. Mais le marché s'est effondré. Donc une maison qu'on a achetée ou un appartement qu'on a acheté 300 000 €, disons en 2007-2008, juste avant que la bulle éclate. En 2011, on est au chômage, on ne peut plus payer. En 2012, on est expulsé. On rend la maison, enfin la maison ou le logement est saisi par la banque, parce qu'on est en défaut de paiement. Mais elle est saisie au prix actuel du marché de 2012. L'appartement est passé de 300 000 € à, disons, 200 000 € ou 150 000 €. Donc, on rend ce logement à la banque pour 150 000 € et la banque nous dit « Mais non, tu avais prêté 300 000. Donc, ton logement, ça nous rembourse 150 000. Mais tu me dois encore 150 000 €, la moitié. » Et donc, c'est une situation intenable. Les gens sont au chômage. Ils n'ont plus de logement. Il n'y a pas de filet social. C'est marginal. Et en plus, la banque leur dit 150 000 €, tu me dois encore 150 000 €. Comment tu vas faire pour nous payer? On attend. Un hombre de 53 años se ha suicidado hoy en Granada, el mismo día en el que iba a ser desahuciado. ¡Pueblo! ¡Soy el pueblo, no somos enemigos! Nos llevan al peor de los mundos. Gente sin casa y casa sin gente. En même temps, il y a plus de, je ne sais plus si c'est 2,5 millions ou 3 millions de logements vides en Espagne, qui appartiennent majoritairement aux banques, qui ont été sauvés par des fonds publics. Donc des banques sauvées par des fonds publics ont des millions de logements vides qu'elles ne veulent pas remettre sur le marché. Parce qu'en ce moment, c'est pas rentable. Donc ils attendent que le marché remonte avant de les remettre sur le marché, sinon pour ne pas perdre d'argent. Ces banques ont été sauvées par des fonds publics et elles expulsent des familles dont les impôts ont contribué à sauver les banques. No cierres los ojos, ya es de día. Los antidisturbios en tu puerta. Fuiste un ingenuo, es tu culpa. Du coup, beaucoup d'Espagnols considèrent injuste que les banques soient renflouées par un plan de sauvetage européen de 100 milliards d'euros qui vont alourdir la dette souveraine et aggraver le déficit public. Ce qui veut dire que la population va encore devoir payer pour les banques. Et donc là, il y a des collectifs qui ont commencé en 2009, qui se sont créés. Ça a commencé à Barcelone en 2009, c'est la PA. PA, c'est P-A-H, ça veut dire Plataforma de Afectados por la Hipoteca, donc plateforme des gens affectés par les hypothèques. La plataforma afectada por la hipoteca. The Spanish Platform Against Evictions. And we fight for the right to housing.
L'APA au début se développe à Barcelone et c'est un groupe qui est très ancré localement. Donc ce ne sont que des assemblées, c'est une logique, là on voit l'influence de la culture libertaire, ce sont des assemblées de quartier et chaque quartier a sa propre PA, sa propre plateforme. Ça commence à Barcelone, maintenant il y en a environ 250 en Espagne. Dans certaines villes comme à Madrid par exemple, il y a 3 ou 4 PA parce que c'est par quartier. À Barcelone, il n'y a pas Barcelone centrale, mais après chaque grande banlieue de Barcelone, comme Sabadell par exemple, qui est une des grosses banlieues villes, banlieue ouest de Barcelone, il a sa propre PA. Les assemblées hebdomadaires de la PA de Sabadell mobilisent encore 200-300 personnes, toutes les semaines. La PA de Barcelone, qui a maintenant 6 ans, les assemblées hebdomadaires mobilisent au moins 150-200 personnes. Donc là, avec ce cas-là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui répondait de façon très concrète à la crise, mais qu'il faisait par la mobilisation, par l'entraide, et avec une structure totalement horizontale, en réseau, pas pyramidale ou hiérarchique. De que cambiemos las cosas, que te explote la cara y dejar las cosas claras, mostrar más las palabras, el mundo es mi bandera, la hora de que unamos nuestra fuerza, la hora de que cambiemos las cosas, que te explote la cara y dejar las cosas claras, mostrar más las palabras, el mundo es mi bandera, la hora de que unamos nuestra fuerza, desenmascararos y tiraros a este barro para luego sacudiros y sacaros lo macabro, oye, me escuchas cuando hablo. Ils font aussi depuis 2 ans maintenant ce qu'ils appellent l'œuvre sociale de la PA, donc ils réquisitionnent des immeubles qui appartiennent aux banques. Les immeubles qui appartiennent aux banques qui sont vides, et comme je disais plus tôt, les banques en ont beaucoup, puis ils les laissent là en attente que le marché redémarre. La PA les identifie, rentre la nuit et réquisitionne l'immeuble, et après il y a une cellule qui est créée qui distribue les logements aux gens de la PA, donnant priorité aux familles qui sont le plus dans le besoin. À Terrassa, d'autres expulsés, eux aussi chômeurs, ont décidé d'occuper ce bâtiment tout neuf qui appartient justement à la banque qui les a dépossédés de leur logement. 12 familles y vivent. Des fois c'est toléré 3 jours par la police, des fois c'est toléré 1 an, 2 ans. Je crois que la plus longue a duré environ 1 an, 1 an et demi. Mais c'est un immeuble complet. Et là je suis allé visiter, j'en ai visité quelques-unes. Et tous les logements sont occupés. C'est pas des images qu'on a des squatters punk où on peut imaginer que c'est les gens qui font c'est que de la fête ou de la musique ou de la contre-culture et tout là. Non, pas du tout. C'est un logement banal avec plein de familles. Des fois il y a des gens qui travaillent là-dedans, simplement ils n'ont pas assez de revenus pour payer un loyer ou une hypothèque. Il y a énormément d'entraide entre tous les locataires, les résidents et résidentes. Ça c'est incroyable. Ils ont leurs assemblées dans l'immeuble pour discuter de résolution de problèmes. Il faut vraiment prendre en compte le fait que c'est une lutte indispensable, à savoir que on se bat pas pour on se bat pour des idéaux, l'égalité, justice sociale, droit au logement, etc. Oui, il y a des idéaux abstraits, c'est pas qu'il n'y a pas d'idéaux du tout là, évidemment, et puis en plus il y a un fort discours moral sur la question de la dignité humaine. Il parle d'un logement digne, d'un logement décent. Donc il y a une question de dignité qui, entre parenthèses, est soi-disant garantie par la Constitution espagnole. La Constitution espagnole a un article qui prétend garantir l'accès à un logement décent à tous les résidents et résidentes d'Espagne. Donc en plus, il viole la Constitution de long en large toute l'année. Mais la question de la dignité est au cœur des revendications. On veut qu'on nous traite avec dignité, qu'on arrête de nous humilier. On ne demande pas l'impossible, on demande juste le respect, la reconnaissance, le respect, la dignité. Donc il y a une très forte dimension morale. Mais après, il y a des trucs très 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 matériels, et c'est pour ça aussi que les gens sont prêts à prendre des risques et sont prêts à bloquer de leur corps les décisions des juges et à prendre des coups éventuellement de la part de la police, et beaucoup sont emprisonnés, beaucoup reçoivent des amendes, ils font face à une criminalisation de la part du gouvernement, mais la mobilisation ne faiblit pas. Il y a un certain plaisir à l'entraide. L'entraide réconforte, l'entraide sécurise, l'entraide redonne un sentiment de pouvoir collectif, un sentiment de dignité. Mais il y a aussi des trucs matériels de base, à savoir on veut manger, on veut un toit. Et ça fait que tant que les gens continueront à être confrontés à ces problèmes-là, ils vont vouloir continuer à se battre. Parce qu'on ne peut pas simplement
tout encaisser pendant des années en juste baissant la tête. On peut le faire des fois, parce qu'on se battre tout le temps, c'est épuisant aussi. Mais les gens, à un moment donné, se relèvent la tête, ne serait-ce que pour reprendre leur souffle. C'est un réflexe de survie.